Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information, aujourd'hui, nous l'ouvrons par la Guinée-Conakry. C'est donc un coup de tonnerre dans ce pays-là où le ministre Gassama Diaby a démissionné du gouvernement ce 14 novembre 2018. Et celui qui occupait jusqu'ici la tête du ministère de la citoyenneté de l'unité nationale est parti, selon lui, et pour des raisons personnelles. C'est un reportage signé par Junior Wafo. C'est dans une lettre adressée à la nation que le ministre guinéen de la citoyenneté et de l'unité nationale, Khalifa Gassama Diaby, a annoncé sa démission du gouvernement du président Alpha Condé. Ce départ intervient à un moment où le pays connaît de fortes tensions politiques depuis quelques mois. Interrogé par un confrère d'africaguinée.com, l'ex-ministre a confirmé sa démission sans toutefois donner les véritables raisons de son départ. Depuis son arrivée dans le gouvernement, Khalifa Gassama a toujours dit ce qu'il pensait, peu importe le camp que cela heurtait. Lors des manifestations meurtrières du pays en février dernier, le ministre avait dénoncé avec véhémence les attitudes du gouvernement auquel il appartenait. Dans sa lettre, il invite le gouvernement à renoncer à la violence d'État, aux violences sociopolitiques, à l'injustice, à l'exclusion et au mépris. Ceci avant de plaider pour l'instauration en Guinée-Conakry d'un réel et véritable état de droit. En Éthiopie, la capitale du pays servira de cadre les 17 et 18 novembre 2018 pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les détails dans ce reportage signé par Halid Mama. À l'initiative du président rwandais Paul Kagame, cette rencontre des dirigeants africains reposera sur un projet de réforme institutionnelle pour le continent africain. Ceci afin de rendre l'organisation plus efficace et moins bureaucratique. Au mois de janvier 2019, Paul Kagame cédera son poste de président de cette institution au chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce qui fait de ce sommet la dernière chance pour les réformes de Paul Kagame. Car selon l'observatrice Elissa Jobson, l'Égypte ne ferait probablement pas la promotion de ces réformes. Il est à noter que depuis 2016, le président rwandais a été chargé par l'Union africaine de mettre sur pied des stratégies pour favoriser l'autonomisation financière de l'institution, dans l'optique de lui donner les moyens de sa souveraineté politique. Sur ce regard, des mesures ont été prises à l'instar de la réduction du nombre de sommets annuels. Ceci est passé de 2 à 1 sommet par an. Les retombées de cet autre sommet de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles pour le continent sont donc attendues. Au Soudan du Sud, les autorités ont un projet qui leur tient à cœur, celui de la construction d'une nouvelle capitale, ce qui délocalisera ainsi le pouvoir exécutif de la capitale économique et politique, Juba. Les détails dans ce reportage de Halid Mama. La nouvelle capitale pourrait être dans l'état de l'Axe et plus précisément dans la localité de Ramciel. D'après les autorités administratives du pays, cette localisation permettra aux populations de mieux accéder au gouvernement. Car la capitale n'est pas censée se trouver près des frontières. Elle doit être située au centre du pays afin de favoriser l'accès facile à tout le monde. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael Makwei. Selon lui toujours, le projet initial est élevé à 5 millions de dollars, une somme qui sera supportée par le Maroc. Par ailleurs, la réalisation infrastructurelle a été confiée aux ingénieurs sud-coréens. Ils procéderont donc, dans les prochains jours, à la délimitation des zones routières, des zones de services publics et celles résidentielles, entre autres. À en croire le gouvernement, ce projet de la délocalisation de la capitale sud-soudanaise existe avant l'indépendance du territoire. Son réveil fait suite à une visite tenue par le roi marocain Mohamed VI et dès lors, celui-ci a pris l'engagement de donner sa contribution. Toutefois, il faut mentionner que Ramciel recevra le pouvoir exécutif, tandis que Juba restera la zone commerciale et judiciaire du pays.
en Tunisie, 1 million de dollars est donc la somme débloquée par la Banque africaine de développement pour la Tunisie. Ce montant aidera à reconstruire les établissements scolaires qui ont été détruits par les inondations dans le pays. Khalid Mama signe une fois de plus ce reportage. Cette assistance d'urgence a été approuvée le 16 novembre par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement. Les établissements à réhabiliter sont ceux affectés par les inondations de septembre 2018 dans le gouvernorat de Nabel. Selon le directeur général de cette institution en Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, cette initiative favorisera le retour sur les bancs de près de 28 000 élèves. Il faut dire que ce chantier infrastructurel se fera en 2 phases distinctes. La première consistera à réhabiliter la restauration des établissements, la reconstruction de 57 bâtiments scolaires affectés suivis de leur réaménagement en mobilier et en matériel pédagogique. Quant à la seconde phase, elle consistera à sensibiliser les corps éducatifs, les élèves et la population en matière de gestion des catastrophes naturelles. En guise de rappel, les interventions de la banque en Tunisie reposent sur 2 aspects. L'un repose sur le renforcement de l'industrie et le développement des chaînes de valeur, et l'autre sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens tunisiens dans les zones prioritaires. Ceci ressort d'une approbation faite par la Banque africaine de développement en juin 2017 dans un document de stratégie pays pour la période allant de 2017 à 2021. Après la Tunisie, nous mettons le cap au Cameroun où le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décrété le recrutement de 2000 enseignants doctorants du PhD dans le supérieur. Cette information a donc été rendue publique par Jacques Famendongo il y a seulement quelques jours au cours d'une conférence de presse. C'est un reportage d'Albert Patriqueya qui était avec Jacques Famendongo lors de cette conférence de presse. Chose promise, chose due. Lors de son discours d'investiture, Paul Biya avait indiqué à la jeunesse avoir compris leur message. Quelque temps après, le chef de l'État camerounais a décidé du recrutement de 2000 enseignants dans le supérieur au Cameroun. Et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, qui a rendu publique l'heureuse initiative au travers d'une communication gouvernementale. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, vient d'autoriser un recrutement spécial des titulaires du doctorat ou du PhD dans les universités d'État du Cameroun. Le chancelier des ordres académiques a indiqué que ce recrutement se fera uniquement sur la base du mérite. Nul n'est donc besoin de parler de tribalisme ici. Il sera mis en place à la diligence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Philémon Yang, une commission centrale de coordination de ce recrutement. Cette commission aura pour mission de garantir l'équité, la justice et l'objectivité de l'ensemble de l'opération. Elle s'occupera essentiellement de l'élaboration des termes de référence et du chronogramme d'exécution du recrutement, du contrôle des différentes phases du recrutement, de la prise de toutes les mesures nécessaires à la finalisation de cette opération historique, de l'étude des requêtes et de la validation des listes de candidats retenus, de la supervision de la stratégie de communication relative à la conduite de ce recrutement spécial. Il s'agit donc de recruter 2000 enseignants dans l'université pendant une période de 3 ans. D'abord, 1000 enseignants pour cette année académique et puis 500 autres l'année prochaine et 500 pour l'année d'après. Il s'agit donc là de résorber le problème de chômage dont souffre le Cameroun et résoudre ainsi l'épineuse question de l'enseignement supérieur au Cameroun avec les étudiants qui vont en nombre grandissant alors que les enseignants, eux, ne le font pas du tout. Il faut donc assurer l'adéquation entre la formation et l'emploi pour une meilleure éducation au Cameroun.
Toujours au Cameroun, une conférence internationale sur les archives se tiendra dans la ville de Yaoundé du 24 au 30 novembre 2018. Cette initiative résulte de la prise de conscience des États africains sur l'importance des archives. C'est un reportage signé par Aboubacar Siddiq. Conférence internationale des archives du 24 au 30 novembre prochain à Yaoundé. L'événement va accueillir un grand nombre de personnes et promet d'être une occasion sans précédent dans le cadre de la construction du continent africain, un continent où les populations ont pleinement pris conscience, un continent où les populations ont pris pleinement conscience du rôle des archives dans leur quotidien et celui de leur pays. C'est vraiment la sensibilisation et que les décideurs ne reconnaissent pas toujours la valeur des archives et c'est seulement reconnu quand elles sont perdues. Et voilà, ou quand les documents ne sont pas présents, quand les citoyens réalisent qu'ils ne peuvent pas réclamer leurs droits. Et c'est à ce moment-là que les archives ont de la valeur. Et ce que nous essayons de faire par l'intermédiaire de cette conférence, qui va être vraiment le levier de notre année de l'Afrique pour l'ICA en 2019, c'est de vraiment commencer une sensibilisation au niveau de l'Afrique subsaharienne pour assurer qu'ils comprennent que la valeur des archives, ce n'est pas simplement à la fin de la vie des archives. Ça commence dès le moment de la création et c'est la valeur des archives, c'est aussi que les documents, c'est des documents audiovisuels, comme j'ai dit, c'est des documents numériques et qu'il faut les valoriser dès le début pour assurer la transparence, la responsabilisation du gouvernement et aussi que les citoyens et citoyennes, n'importe où en Afrique, ont le droit d'exercer leur droit. Cette audience, accordée par Narcisse Mouele-Kombi, ministre camerounais des Arts et de la Culture, à la secrétaire générale du Conseil international des archives ICA, a permis de faire le tour du niveau de préparation de cet événement que la capitale camerounaise accueille dans quelques jours. Le dévouement que le gouvernement du Cameroun a vers cette conférence et que la sécurité et que tout va bien se dérouler lorsque les représentants, les participants vont commencer à arriver. Alors ça commence vraiment environ le 22 novembre, tout le monde commence à arriver sur place et les gens ont très hâte d'arriver ici à Yaoundé, de pouvoir participer, voir la vie ici en ville et comment dynamique et chaleureux que sont les gens. Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine est le thème retenu pour cette rencontre intercamerounaise qui se propose aussi de viser deux axes complémentaires, à savoir enjeux panafricains relatifs aux archives et les défis posés par le développement durable. Nous restons au Cameroun, on ne le dira jamais assez, les smartphones et les réseaux sociaux mal utilisés constituent une menace sociale. Pour ce qui concerne le Cameroun, le gouvernement a donc décidé de limiter les dégâts, ceci en sensibilisant les jeunes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Aboubacar Siddiq signe une fois de plus ce reportage. C'est la catastrophe tout court. Les mots semblent même ne pas être assez justes pour décrire la situation lorsque les smartphones et les réseaux sociaux sont plutôt mal utilisés, notamment en milieu jeune. Or, ces réseaux et appareils constituent en premier des outils indispensables pour l'éducation, la formation, l'innovation et le développement d'activités économiques pour ces tranches de la population comme pour le reste des citoyens. Les méfaits vont si vite que le temps qu'on vote la loi, il y a déjà autre chose. En attendant, c'est la sensibilisation, de la prise de conscience des uns et des autres pour aller chercher ce qui est important dans les réseaux sociaux, de lire avant de continuer à avancer. Face au dévouement des réseaux sociaux en milieu jeune et les dérapages ça et là, le gouvernement camerounais, dans son rôle de protection de la jeunesse, s'est senti fortement interpellé. D'où ces sessions de sensibilisation des jeunes à l'usage responsable des réseaux sociaux que le chef du département ministériel en charge des postes et télécommunications a personnellement animé. En discutant entre autres avec les jeunes élèves des collèges et lycées de la ville de Yaoundé sur le risque et les opportunités de l'usage du smartphone et des réseaux sociaux, le gouvernement camerounais entend entre autres aussi donner à ces Camerounais espoir de demain, des clés
pour appréhender les contours de la communication sur les plateformes communautaires. Autre objectif poursuivi, rappeler les enjeux liés à l'utilisation des réseaux sociaux, leur importance, les opportunités offertes, ainsi que amener les jeunes Camerounais à faire connaître les best practices pour faire face aux dérives et aux menaces. En République démocratique du Congo, au moins 6 casques bleus malawite et un casque bleu tanzanien ont perdu la vie lors d'une opération conjointe avec les forces armées congolaises. Ceci pour désarmer les rebelles ADF à Beni, et c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Victoire Dimala. 7 morts sur les casques bleus de la mission onusienne pour le maintien de la paix en RD Congo ce 14 novembre à Beni. C'est le malheureux bilan de l'incident survenu au cours d'une offensive conjointe menée depuis le début de la semaine par les forces armées congolaises et la MONUSCO. L'objectif de cette opération menée ce mercredi, lutter contre les présumés rebelles ADF, Allied Democratic Forces, qui continuent à semer la répression et la terreur dans le territoire de Beni. Pourtant, l'armée congolaise et la brigade d'intervention de l'ONU sont censées être mieux équipées et la mieux entraînées, à même de pouvoir neutraliser les rebelles. Cependant, le bilan démontre à suffisance que les casques bleus maîtrisent très mal le terrain du combat en RD Congo, puisque l'attaque s'est produite dans la forêt de Mayangozé, considérée comme l'un des bastions de l'ADF présumé. Au total, 7 morts et 10 blessés à l'issue de cette offensive. Une situation qui intervient au moment où le gouvernement de Kinshasa demande le départ de la MONUSCO. La RDC se dit désormais prête à rétablir sa stabilité et à pouvoir reconstruire l'avenir politique, notamment après le scrutin de la présidentielle du mois de décembre 2018. Le lourd bilan de cette opération a été confirmé par la MONUSCO et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donc condamné la mort de ces casques bleus. Et nous vous proposons d'écouter un extrait du communiqué lu par Prosper Félix Bass. Il est donc chargé de la communication et de la stratégie dans la zone est du pays. Ces propos sont recueillis par notre correspondant depuis la RDC, Justin Kabumba. Dans le cadre de cette initiative d'envergure, les FARDC et la MONUSCO ont localisé et attaqué des positions clés des ADF. Certaines d'entre elles ont pu être reprises et plusieurs éléments des ADF capturés. Au cours de ces opérations, les FARDC et la MONUSCO se sont heurtés à une forte résistance de la part des ADF, ce qui a entraîné des pertes dans les rangs des FARDC et de la MONUSCO. Les rapports initiaux indiquent que 6 casques bleus malawites et un casque bleu tanzanien ont été tués et 10 autres blessés. Plusieurs soldats FARDC auraient également été tués ou blessés au cours de ces opérations. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies présente ses sincères condoléances aux familles des casques bleus et des FARDC qui ont perdu la vie, ainsi qu'au gouvernement de la République démocratique du Congo, de la République du Mali et de la République unie de Tanzanie. Elle dit, je la cite, « Je salue le sens du service et du sacrifice dont ont fait preuve nos soldats de la paix dans l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes déterminés à conserver l'initiative contre les ADF et les autres factions négatives présentes dans la région », a déclaré Mme Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui a d'ailleurs rajouté que les meurtres brutaux qui sont perpétrés par les ADF contre les civils doivent cesser. La MONUSCO et les FARDC travaillent ensemble afin de mettre un terme aux atrocités commises par ce groupe. Les opérations conjointes entre les FARDC et la MONUSCO se poursuivent afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région de Beni et assurer que la population civile du Nord Kivu puisse jouir d'un futur à l'abri de la peur. Fin de citation. Au Zimbabwe, au moins 42 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un bus dans le sud du pays. Et cet événement s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi. Les détails dans ce reportage de Junior Wafo.
Selon la porte-parole de la police zimbabwéenne Charity Charamba, plus de 42 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un bus sur une route reliant la frontière sud-africaine à Bulawayo, deuxième ville du pays. Pour le quotidien gouvernemental The Herald, une bonbonne de gaz appartenant à un passager serait à l'origine de l'incendie. Propos renchéris par la télévision nationale ZBC, qui a publié des photos sur son site montrant une carcasse du véhicule. La semaine dernière déjà, 47 personnes étaient mortes dans une collision entre deux bus cette fois-là, sur une route entre la capitale Harare et la ville de Ruzape, à l'est du Zimbabwe. Dès lors, le gouvernement invite les usagers à faire des efforts pour ce qui est de la conduite et de la sécurité, car le réseau routier et la flotte de véhicules privés en circulation dans le pays sont généralement mal entretenus. En Angola, une trentaine d'églises ont été fermées par les autorités ce 15 novembre 2018. C'est au cours d'une opération qui avait pour objectif d'assainir le milieu religieux en Angola. C'est un reportage signé une fois de plus par Junior Wafo. Lancée par le gouvernement angolais le 6 novembre dernier, l'opération baptisée Operação Resgate ou opération de sauvetage a pour principal objectif la régulation des milieux confessionnels en Angola. Cette dernière a conduit le 15 novembre 2018 à la fermeture d'une trentaine d'églises dans le pays. 19 églises dans la province de Cabinda, 11 à Luanda et 4 à Malenge, toutes fermées pour activités illégales. Selon le gouvernement angolais, 50% de ces églises sont étrangères, principalement de la RDC, du Brésil, du Nigeria, du Sénégal, et au moins 1116 d'entre elles fonctionnent illégalement. Au cours de la première semaine de l'opération, au moins 509 personnes avaient été arrêtées pour crimes divers et 3 ressortissants étrangers figuraient parmi ces personnes. Dans le même temps, le gouvernement avait rapatrié 26 ressortissants de la RDC pour séjour illégal dans la province du Zaïre. Le président João Lourenço entend bien stopper la prolifération des églises illégales dans son pays, car ce phénomène prend déjà de l'ampleur en Afrique. Au Sénégal, c'est la Bank of Africa qui a depuis 4 ans fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus sa priorité. Une option qui entre dans le cadre de son engagement citoyen, une des composantes importantes de sa politique. Un combat qu'elle mène à travers sa fondation dont la filiale sénégalaise a consacré un budget de 150 millions de francs CFA en 2018. Elle organise une rencontre bilan ce 16 novembre 2018 au siège social de la Banque à Dakar sous le haut patronage du ministre de la Santé et de l'Action sociale. En collaboration avec la Ligue sénégalaise contre le cancer, une session de formation a permis de former 338 sages-femmes aux techniques de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. La partie pratique de cette formation a permis de dépister 1624 femmes dans Dakar, dont 36 cas dépistés et 34 traités. Pour rappel, avec un budget assuré à 100% par la filière bancaire du groupe et qui décide de la subvention en fonction de ses résultats, la Fondation consacre ses fonds sur le secteur de la santé, soit 85%, et plus particulièrement sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus, notamment à travers des actions fondées sur le dépistage, notamment des campagnes de sensibilisation, campagnes de dépistage, équipements de centres de traitement et de dépistage. Nous ouvrons la page étrangère dans ce bulletin d'information et nous commençons par l'Inde. Comme prévu, le sud de l'Inde a été impacté par Gaja qui a atterri sur l'état de Tamil Nadu. Le centre du phénomène a touché les côtes de la péninsule indienne vers 20h et à une vingtaine de kilomètres au sud de Nagapattinam. Le système qui a eu toutes les peines du monde pour s'intensifier durant sa traversée du golfe de Bengale s'est rapidement renforcé avant de toucher Etera. L'imagerie micro-ondes a permis de constater une structure interne solide avec la présence d'un œil.
Il est donc probable que Gaja fut très proche du stade de cyclone tropical au moment de l'impact. Cette situation présente des similitudes avec le cyclone Varda qui frappa la région de Chanaï en décembre 2016 à une intensité nettement plus élevée que prévu initialement. Les restes de Gaja devraient ressortir au niveau de Kerala samedi prochain en réaménageant en mer d'Arabie. Le minimum de dépression n'est pas prévu retrouver de conditions favorables et une réactivité significative. C'est le troisième impact cyclonique direct pour l'Inde au cours de cette saison cyclonique 2018 après la tempête Dae en septembre et le cyclone Tiltri au mois d'octobre dernier. Nous terminons par le Tadjikistan où un barrage hydroélectrique appelé à être le plus grand au monde, celui de Rougoum sur la rivière du Vak, a donc été inauguré. Cette inauguration ne concerne que la première phase et ses 75 mètres de haut actuels, loin de 335 mètres rêvés par le président Emomali Raymond. Car si ce barrage doit contribuer à résoudre les graves problèmes énergétiques de l'ex-République soviétique, les campagnes n'ayant en hiver que quelques heures d'électricité par jour représentent surtout un projet national pour le pouvoir tadjik. La date d'inauguration de la première phase de Rougoum n'a pas été choisie au hasard, le 16 novembre étant aussi dans ce pays de 9 millions d'âmes le jour du président. Pour des questions autant de productivité que de prestige, et Momali Raymond, le président, veut 6 turbines supplémentaires qui s'élèvent à 335 mètres de haut à l'avenir, ce qui en ferait le plus grand du monde avec une capacité de 3600 MW, soit de quoi alimenter l'Afghanistan voisin et même le Pakistan. C'est avec cette information joyeuse que nous mettons en terme à cette édition d'information, la dernière de la semaine sur Afrique Média. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Sur ce, portez-vous bien.